des velléités de pouvoir. Je vois pas pourquoi on irait voter la création d'une nouvelle surface commerciale de 2500 m² si une étude nous dit qu'il y en a assez. J'ai pas envie qu'il n'y ait plus d'enseignants dans les classes ou qu'il en reste peau de chagrin. Si on laisse les choses telles quelles, le centre-bourg va mourir et il n'y aura plus de commerçants. Ici habite une famille, donc c'est des demandeurs d'asile qui viennent de Libye, ni régularisables ni expulsables. Vous voyez la situation. Une civilisation sans place pour les personnes âgées porte le virus de la mort. C'est le pape François qui le disait en 2015. Aujourd'hui en France, le débat sur la place qu'on accorde aux anciens est relancé avec la grève fin janvier des personnels et directeurs des maisons de retraite. Ces derniers se disent usés, voire cassés par les conditions de travail auprès des résidents. Nos invités, Elisabeth Chavannes, co-référente du groupe La France Insoumise Rennes Centre-Sud et aide-soignante. Bonsoir. Bonsoir. Myriam Cadeau, CFDT Interco. Bonsoir. Bonsoir. Fanny Coudray, présidente de la FNADEPA, Ille-et-Vilaine, c'est la Fédération nationale des associations des directeurs d'établissements et de services pour personnes âgées, directrice aussi de l'EHPAD de la Poterie à Chartres-de-Bretagne. Bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Maudet-Carrion de la République en marche, donc sur la 6e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Et vous êtes aussi responsable d'agence dans les domaines des services à la personne. Alors on va commencer par un état des lieux. Des grèves ont éclaté partout en France, dans les EHPAD, les maisons de retraite, les personnels soignants ont débrayé. C'est l'expression d'un ras-le-bol général. Myriam Cadeau pour la CFDT. Oui, tout à fait. On s'aperçoit que le nombre de personnes vieillissantes est constant. Et le triste constat que l'on fait aujourd'hui se traduit par une insuffisance, malheureusement, des effectifs et des moyens dans les EHPAD et les services à domicile. Il faut entendre par là que les agents ou les salariés n'acceptent plus les conditions de soins ou d'accompagnement auprès de nos aînés, qu'ils qualifient d'indignes. Il faut savoir qu'avant 2000, par exemple, les aides-soignants avaient entre 30 et 40 minutes pour effectuer une toilette. Aujourd'hui, en 2017, on est à 15 minutes par toilette. Si on se retrouvait dans la position de la personne âgée ou de la famille, ce qui arrivera un jour, et je le souhaite à tous, c'est qu'on accepterait d'être accompagné dignement, pas d'être soigné à la va-vite, d'entendre tous les jours « Allez, ma petite dame, il faut qu'on se lève, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui ». Est-ce que l'humain ne doit pas être regardé comme une personne, ne pas pouvoir s'asseoir 5 minutes auprès d'elle et aujourd'hui, de 5 minutes auprès d'elle et aujourd'hui, parce qu'elle est triste, parce qu'elle n'a pas le moral, parce qu'elle a perdu quelqu'un, ou à l'inverse, parce qu'elle est heureuse et veut partager ce moment qu'elle n'aura peut-être l'occasion que de voir un seul soignant dans sa journée. Le constat, il se fait par ce manque de temps et de moyens. Et aujourd'hui, on se bat et on milite pour ça, pour que le gouvernement nous entende et mette en place des moyens à la hauteur de nos soins. Alors on essaiera de parler de finances, on sent de l'émotion aussi chez vous. Fanny Coudray, vous dirigez l'EHPAD de la Poterie, vous présidez aussi au niveau départemental donc la FNADEPA, donc une fédération des directeurs d'établissements en gros, je résume. Vous avez suivi l'appel à la grève, c'est quand même une première, un consensus entre syndicats du personnel et directeurs? Oui, alors effectivement, pour la différence, effectivement, c'est que la fédération n'est pas un syndicat, donc en tant que fédération, on n'appelle pas forcément à la grève. Maintenant, on la soutient, puisque les conditions d'accompagnement et de travail dans les EHPAD, effectivement, et dans les secteurs domicile, je pense que c'est l'accompagnement des personnes âgées en général qui pose question aujourd'hui. C'est quel accompagnement on veut aujourd'hui et demain pour nos aînés. Et évidemment, sur ces points, la fédération ne peut que soutenir le mouvement du 30 janvier dernier. Donc c'est un signal d'alarme extrêmement fort et des situations donc difficiles pour les personnels. On va écouter dans quelques instants justement un extrait d'un témoignage d'une soignante dans du commentaire Maison de retraite, le secret d'un gros business. On parlera bien sûr finance un peu plus tard. Une souffrance des personnels qui résonne avec celle des familles et des résidents. France Insoumise, En Marche, peut-être que vous voulez répondre? Oui, excusez-moi, mais tout à fait, oui. Cette souffrance, elle est là au quotidien, par le manque de postes. On travaille avec 14 résidents, on est tout seul. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 4 heures, on s'occupe il y a des personnes à qui on ne peut pas soigner.
Donc on abandonne et les familles s'en rendent compte. Hein, parce que vous, Elisabeth Chavannes, vous êtes aussi aide-soignante. Voilà, tout à fait. Donc vous connaissez. Je suis au cœur du problème, oui. C'est pas juste une position politique, quoi. Ah non, pas uniquement politique. Mais c'est pour ça que, enfin, pas politique, mais il a bien fallu se mobiliser au moment justement de la grève du 30 janvier. Et non, mais ça pourrait être juste une opposition à En Marche qui est aujourd'hui au pouvoir en disant tiens on va faire grève, quoi. Non, là c'est du vécu, quoi. C'est vraiment en plus du vécu, quoi. Du vécu. Mais enfin bon, il y a matière aussi à défendre cette grève, c'est sûr. Alors la République En Marche, vous êtes aux responsabilités, comme on dit maintenant au niveau national. On verra tout à l'heure s'il y a des solutions, si le président Macron en a parlé lors de sa campagne. Une souffrance des personnels qui résonne avec celle des familles, hein, comme on le disait. Nolwenn Evin de la School Radio, c'est bien la première fois qu'on parle de la souffrance des personnels aussi. Effectivement, Sylvain, les risques psychologiques et physiques sont nombreux. Tout le monde sait ce que représente par exemple la perte d'un être cher, mais qui imagine ce que ça peut représenter pour celui ou celle qui l'a accompagné et soigné pendant des années? Eh bien, personne. En 2016, d'ailleurs, un institut de recherche a mis en lumière l'engagement du personnel soignant, mais surtout les conditions de travail difficiles de ces derniers. Oui, travail pénible, on l'a compris, mais on a rarement d'exemples. Eh bien, je vous invite avec moi dans une demi-journée fictive dans un EHPAD. Imaginez-vous, levé à 6h du matin, vous allez au travail. La veille, vous avez terminé à 21h, vous n'avez pas eu le temps ou la force de lire une histoire à vos enfants. Hier, quelqu'un est décédé. Ce matin, il faudra s'occuper de l'administratif et accueillir le nouveau résident. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Aujourd'hui, il faudra également prendre soin de Madame Martin. Elle a Alzheimer et pendant 20 minutes, il faudra effectuer sa toilette. Seul, parce que votre collègue est en arrêt de travail pour tendinite. Il faudra la rassurer, lui répéter plusieurs fois les mêmes mots, parfois vous essurer quelques gifles ou griffures d'une personne désorientée, puis faire la même chose pour les 20 personnes suivantes, et chaque jour, recommencer. Alors comment on explique un peu le manque de personnel? On dit que les CAP carrières sanitaires et sociales sont pleins. Exaspération, fatigue, douleur, sentiment de ne pas être écouté. En théorie, le personnel est formé à pratiquer des soins. En pratique, ils sont amenés à faire porter des couches à des personnes plutôt que de prendre le temps de les amener à des toilettes. Pourtant, c'est le rôle des EHPAD de maximiser l'autonomie de nos seniors, mais manque de temps, d'argent et de personnel oblige. La maltraitance est dorénavant dans les deux sens. En 2016, c'est l'EHPAD des Opalines dans le Jura qui avait lancé un cri d'alerte et depuis, les revendications ne cessent de prendre de l'ampleur. Donc c'est une situation désespérante. Non du tout. En fait, le personnel soignant met en avant la richesse de son métier, les nouvelles conditions de travail, le retardement du départ à la retraite. Autant de facteurs en fait à prendre en compte dans la réinvention de la prise en charge de nos aînés. En attendant, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré fin janvier vouloir débloquer 50 millions d'euros supplémentaires pour les EHPAD en difficulté. Reste à savoir comment cet argent sera distribué. Oui, on voit si c'est suffisant. Merci Nolwenn. On parlera justement de finances dans quelques instants. Alors avec quasiment maintenant un quart des Français à plus de 60 ans, le pire est à venir. Oui, peut-être, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé toutes ces années du 3e âge, mais on n'a jamais parlé du 4e âge. Et c'est vrai que la durée de vie dans un EHPAD aujourd'hui est de 6 mois, alors que dans les maisons de retraite, on parlait de dizaines d'années avant. Donc les conditions ont beaucoup changé. On parlait tout à l'heure. Dans un EHPAD, l'espérance de vie est de 6 mois aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui rentrent en EHPAD arrivent au dernier moment de leur vie. On a beaucoup optimisé le maintien à domicile. D'accord, c'est pas donc, juste parce que ça s'est détérioré. Okay. Pas du tout, c'est pas par rapport à l'état. Mais effectivement, on maintient les personnes à domicile le plus longtemps possible. Et donc, les personnes arrivent en fin de vie ou dans les dernières années, quand les familles ne peuvent plus subvenir justement aux besoins de cette personne. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les auxiliaires de vie qui ont été formés pour les maisons de retraite ou les EHPAD se retrouvent confrontés aujourd'hui à faire plus des soins médicaux. En fait, on assiste à un glissement des métiers. Vous allez avoir dans certains EHPAD des ASH. Alors, une ASH, c'est une personne qui est censée s'occuper plutôt de l'entretien des locaux, d'une aide aux auxiliaires de vie. Mais dans certains EHPAD, elle se retrouve à faire des toilettes aujourd'hui. C'est la même chose dans les services à domicile. On se retrouve avec un public qui arrive dans nos professions, qui n'est pas préparé du tout à ce métier. Donc, je pense qu'il y a aussi un gros problème d'orientation et de formation aujourd'hui.
Voilà, vous parliez de CAP tout à l'heure, on pourrait en parler longtemps. On se retrouve avec des jeunes de 17 ans qui n'ont aucune notion de ce que c'est ce métier. On a créé un bac professionnel, service à la personne, c'est la même chose. Elles ont 17 ans, elles sortent de ce métier. Je dis elles parce que c'est 87% ce sont des femmes. Ça aussi, va peut-être falloir qu'on change un peu les mentalités et de dire que c'est pas forcément un métier de femme, mais ça peut être aussi un métier d'homme. Donc il y a l'égalité à faire dans ce métier-là. Et peut-être évolution de carrière aussi. Complètement, c'est tout à fait ça. Et quand elles arrivent dans les structures, elles sont confrontées justement à cette difficulté de voir qu'il y a beaucoup de toilettes à faire en 10 minutes, alors que c'est pas ce qu'on leur a appris. Et donc je suis d'accord qu'il manque du personnel. Il faut savoir aussi que 37% des établissements aujourd'hui sont en manque, en recherche. On n'a personne. Alors ça peut être contradictoire. Il y a beaucoup de diplômés, mais visiblement c'est un métier qui n'attire pas. Oui, alors, Elisabeth Charenne, là c'était donc Pascal Maudet-Carion de La République En Marche qui parlait. On a l'impression qu'il connaît bien le sujet quand même. Et je vous voyais plutôt d'accord. Donc on a mis d'accord pour une fois la France Insoumise et En Marche. C'est bien. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a un peu des problèmes de formation, effectivement. Mais enfin aussi, le manque de postes et le fait que ça n'attire pas, c'est la question du salaire. C'est la reconnaissance aussi de ce métier-là. C'est un métier quand même assez difficile. Les salaires sont bas? Oh ben, ils sont extrêmement bas. Notre dernière augmentation était en juillet 2017. On n'avait pas été augmenté depuis 10 ans. J'ai fait mon calcul sur les 2 bulletins de salaire. En fait, ce qu'on nous accorde nous dans le privé, ça a été une augmentation de 28 euros répartis sur 3 ans. Donc, ce qui nous fait 129 euros à peu près net. Alors ça, c'est Elisabeth Charenne qui parle. Peut-être Pascal Maudet-Carion, vous n'êtes pas d'accord? Ça, c'est vraiment je vais être d'accord avec France Insoumise, donc c'est pour dire la loi qui a été créée pour les services à la personne a démarré en 2012, a été mise en place en 2015, avec effectivement une grille de salaire inférieure au SMIC, votée par les députés de l'époque. C'est illégal normalement ça. Oui, donc conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la plupart des établissements ou des services ont mis le même niveau, tout le monde au SMIC, salaire de base obligatoire, et qu'on a plus différencié les gens qui étaient diplômés. Et effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec vous, la grille de salaire est à revoir. Alors la grille de salaire, est-ce qu'il y a des évolutions ou on est très peu d'évolution dans une carrière d'aide-soignante, par exemple? Non, c'est très limité. L'ancienneté n'est pas du tout reconnue. Oui, non, pour vous dire. Est-ce qu'on fait sa carrière même physiquement en tant qu'aide-soignante? Ah non, en plus, bon, c'est un métier qui est très dur physiquement, et c'est vrai que. Par exemple, oui, donc qui entraîne bien sûr tous les arrêts, les accidents du travail, etc. Donc c'est vrai il y en a beaucoup qui ne terminent pas d'ailleurs leur carrière. Hein. Ils font soit prennent leur retraite anticipée, etc. Ce que disait tout à l'heure Nolwenn-Evin là sur une journée fictive comme ça, c'est pas loin d'être la réalité? C'est beaucoup plus précis que ça. C'est-à-dire que la prise en charge par résident, c'est pas 20 minutes. On est loin de 20 minutes, c'est 10 minutes. On va vraiment 10 minutes. Alors il y avait un reportage donc sur France Télévisions. On va écouter un extrait de ce reportage. C'était dans l'émission Pièce à conviction, signé par Xavier Deleu, sur la situation dans les EHPAD. Et là, c'est moins de 10 minutes. On va écouter on va écouter le son. 1, 2, 3, go. Le grand talk show politique sur Radio Laser. On a 42 résidents à coucher en 1 heure. Donc ce qui nous fait 3 minutes 41 par résident. C'est une cadence. Imaginez-vous, avec une pathologie ou multipathologique. Vous avez besoin qu'on vous aide à vous déshabiller, à vous mettre en pyjama, à vous changer. J'ai 3 minutes 41 pour faire tout ça. Je vais vous jeter dans votre lit, hein. J'aurai pas le choix. 1, 2, 3, go. Le grand talk show politique sur Radio Laser. Alors quand on entend ça, 3 minutes 14 pour coucher quelqu'un, enfin voilà, pour s'occuper de quelqu'un. Je vais être cash un peu, Myriam Cadot, vaut mieux peut-être mourir avant d'aller en EHPAD.
Non, enfin, j'irai pas jusque-là parce que il faut croire dans le soin et dans les équipes qui sont présentes, qui font quand même un travail fabuleux au quotidien. Après, il faut revoir les conditions, effectivement, et la perception de soins qu'on y donne. Non, mourir avant, non, parce qu'il faut accompagner ces gens qui ont travaillé, qui ont contribué à construire aussi ce qu'est la France. Il faut qu'ils aient le respect, le temps, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, prendre le temps de s'asseoir avec eux, de discuter, ça fait partie du soin. Ouais, mais avec l'âge qui progresse, on vit beaucoup plus longtemps, avec les baby-boomers qui vont arriver, avec les maladies de type Alzheimer qui se développent quand même, on va pas dire le contraire, ça risque d'être de plus en plus compliqué. Si des formations avec des professionnels, psychologues, gérontologues sont mises en place, des accompagnements bien appropriés, ça se passerait beaucoup mieux parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas des EHPAD toujours spécialisés dans ces pathologies-là et peut-être c'est des choses à développer. De même que, à notre sens, il serait important de revisiter le système parce qu'effectivement, le maintien à domicile, il a ses limites et peut-être faudrait trouver un intermédiaire entre le domicile et l'établissement, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On parlera de maintien à domicile tout à l'heure parce que c'était une promesse aussi du candidat Emmanuel Macron. Fanny Coudray, vous dirigez donc une EHPAD à Chartres-de-Bretagne. Pourquoi vous recrutez pas dans les EHPAD aujourd'hui? Parce qu'il y a un manque de personnel. Qu'est-ce qui se passe? Alors on parlait de formation. Il y a quand même du monde. Il y a énormément de gens qui recherchent du travail. Pourquoi on recrute plus? Parce qu'on a principalement sur le domaine du soin, sur les CV d'aides-soignants, on n'a pas de CV aujourd'hui sur le secteur d'aides-soignants. Et on peut pas les former ces gens? Et alors la difficulté, alors nous on cherche des solutions aujourd'hui. C'est vrai qu'au-delà de constater, à un moment donné, il faut essayer de proposer des solutions. Et effectivement sur la formation, je pense qu'il faut refondre la formation des professionnels en gérontologie. Aujourd'hui, une aide-soignant. Pourquoi la branche ne se saisit pas de ça? Alors, j'ai pas la réponse. Nous, ce qu'on constate, c'est que on constate qu'on n'a pas de CV d'aide-soignant. Quand on va se renseigner auprès des écoles, on constate qu'aujourd'hui elles ne font pas le plein. Et deuxième facteur, lorsqu'on veut former dans nos établissements, donc sur le parcours professionnel par des VAE par exemple, beaucoup de nos professionnels ont un refus au final. Et la cause, c'est que nos professionnels que l'on voit très bien être soignants dans nos EHPAD n'obtiennent pas leur VAE parce qu'elles n'ont pas forcément le module soins sanitaires qui serait nécessaire pour travailler à l'hôpital. Donc, je pense que le constat aujourd'hui, c'est que le métier d'aide-soignant à l'hôpital et dans le secteur gérontologique, que ce soit à domicile ou en établissement, n'est pas le même. Donc peut-être faudra-t-il, pour valoriser cette profession, créer une formation spécifique à la gérontologie qui prenne, dans ce référentiel de formation, qui prenne en compte les besoins d'accompagnement, que ce soit à domicile ou en établissement. On a besoin de soignants sur le temps du matin, mais on a aussi besoin, on le disait, de personnes qui accompagnent dans le quotidien. Pascal Maudet-Carion pour La République En Marche, un des chevals de bataille de Emmanuel Macron, c'est la formation pro. Là, on dit tiens, il n'y a pas de formation pro. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tout à fait. C'est l'objectif aujourd'hui de remettre la formation à plat et de se rendre compte que ce qu'on avait aujourd'hui comme type de formation ne fonctionne pas. Donc l'alternance c'est vraiment quelque chose à développer. Moi j'ai travaillé pendant 15 ans à l'étranger, je suis rentré depuis peu en France et je me rends compte qu'aujourd'hui on a cette culture du titre. On a voulu, comme je disais tout à l'heure, faire un bac absolument parce qu'il c'était tellement bien d'avoir un bac plutôt de savoir quel était le contenu, de savoir ce qu'on allait en faire. Donc aujourd'hui je pense qu'on doit travailler sur l'alternance. Il faut revaloriser les CAP. Je pense que c'est un métier et les personnes qui le font, moi je dis c'est un sacerdoce, c'est vraiment d'une passion. Et on ne peut pas aujourd'hui se retrouver avec des gens qui arrivent dans ce métier qui ne l'ont pas souhaité et qui sont confrontés à une situation qu'ils n'ont pas envie de vivre. Notamment les femmes au-delà de 50 ans qui perdent leur emploi. La première chose qu'on leur propose en formation, c'est le service à la personne. Et on leur donne pas d'autres alternatives. Donc, conclusion, elles arrivent dans ce métier et souvent, elles sont confrontées à une vraie difficulté. Et la deuxième, c'est chez les hommes, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi que nos mentalités changent parce que moi, j'ai assisté dans beaucoup d'entretiens de famille. Ah, mais nous ne voulons pas d'hommes à la maison.
Donc, il va falloir aussi que les mentalités changent, et je pense on doit revaloriser notre métier sur un point de vue salaire, je suis tout à fait d'accord, mais aussi d'un point de vue image. Alors image, salaire, Elisabeth Chavannes pour la France Insoumise, vous vouliez prendre la parole? Oui, vous parliez donc de développer la formation, effectivement, mais je vois au niveau des soins, on avait un diplôme qui était quand même essentiel au niveau des personnes âgées et dépendantes, c'était les AMP, c'est-à-dire les auxiliaires médico-psychologiques. Et c'est complètement, il a disparu au profit et a été regroupé cette formation avec les ASV. Et là, c'est absolument pas normal, quoi. Donc, c'est-à-dire que elles font exactement le même travail que les aides-soignantes, avec en plus cet aspect psychologique du résident qu'elles ont qu'elles ont perdu maintenant, que les résidents ont perdu dans cette prise en charge, quoi. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On assiste à un glissement du métier. On a dévalorisé chaque. Il faudrait je pense, alors le financement des EHPAD, aujourd'hui ça coûte cher une EHPAD, comment on finance tout ça? Peut-être en tant que directrice d'une EHPAD. Effectivement, aujourd'hui, par rapport aux retraites, au montant des retraites, oui, ça coûte cher. Après, effectivement, tout est relatif. D'être chez soi, de payer un loyer. Enfin, je pense que il y a le souci de la prise en charge qui est de toute façon un fait et qu'il va falloir effectivement aborder. Ça fait longtemps qu'on en parle. L'autre mode de financement, c'est les conseils départementaux pour toute la partie dépendance et les ARS pour la partie soins. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Mme Cadeau tout à l'heure, et les établissements sont aussi là pour préserver l'autonomie des résidents et la problématique que l'on a sur nos modes de fonctionnement, notamment sur la dotation soins, c'est qu'on ne valorise pas toutes les actions de prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un résident qui, à la limite, ne sent pas en sécurité à domicile. Il va rentrer en structure, par la stimulation que vont faire les équipes, par l'environnement plus sécurisant, il va parfois regagner en autonomie. Mais quelque part, ça pénalise l'établissement parce que plus vous faites regagner en autonomie vos résidents et moins vous êtes financé. Donc aujourd'hui, on n'a pas dans nos financements. Il y a une bourse à faire moins bien, quoi. Quelque part, oui. À la limite, plus vous avez d'escar, plus vous êtes financé sur le soin. Un escar, alors comment c'est une plaie, voilà. C'est la mort du tissu. Voilà. Oui, non, mais je vois ce que c'est, mais c'est comme ça que vous appelez les gens qui... Non, à l'escar, on parle bien d'un acte de soin, sur une plaie, sauf que dans nos équipes aujourd'hui, qui sont très investies, on lève nos résidents tous les jours, on les mobilise, on fait des changements de position, on met toutes les actions possibles en place pour éviter justement ces problématiques de peau et de plaies, sauf que toutes ces actions de prévention ne sont pas financées. Alors que si au moment de l'évaluation, quand le médecin de l'ARS vient et que vous avez effectivement plein de pansements, plein de soins à faire, là c'est valorisé. Entre 1965 et 2000, les automobilistes payaient une vignette. À l'époque, c'était pour financer un fonds national de solidarité pour les plus de 65 ans. Où est-ce qu'il est l'argent? Vous savez, vous? Alors non, je ne le sais pas. Je pourrais pas vous le dire. Je suis pas... J'en ai aucune idée. Et pourquoi on mettrait pas en place ce genre de système? C'est de la solidarité nationale. S'occuper des aînés, on sera tous aînés normalement. Alors la solidarité nationale, elle existe aussi au niveau des familles. J'ai lu il y a peu de temps une phrase qui me faisait beaucoup réfléchir. Une femme active réussit à élever 3 enfants. Les 3 mêmes enfants ne réussiront pas à s'occuper de leur mère. Et effectivement, fort, oui. Je pense que aujourd'hui, le financement est un problème. Effectivement, c'est fait l'APA qui finance une partie des aides, aussi bien au niveau de l'EHPAD que à domicile. Alors l'APA, on peut peut-être dire, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est ça? C'est les départements qui donnent l'APA. Certaines personnes défavorisées ont le droit aussi à une aide logement, l'aide pour l'hébergement. Vous avez les soins qui sont pris en charge par la CPM, et effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être là où il y a le problème, c'est qu'on ne travaille pas sur la prévention, on ne la reconnaît pas du moins. Donc la prévention, ça serait on va dire accompagner les personnes âgées chez elles d'abord avant de rentrer en EHPAD, c'est ça? Et à domicile, c'est pareil. Lorsque vous avez un conseil départemental qui fait le médecin qui fait la visite et qui évalue le niveau d'autonomie de la personne, le conseil départemental va dire vous avez le droit à l'APA pour une demi-heure de toilette et pour une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Quand vous expliquez aux familles qu'en une demi-heure on n'arrivera pas à la faire manger,
faire la toilette, la lever, l'habiller, et que évidemment elle aura une demi-heure de plus minimum de sa poche, les familles tiquent un petit peu en disant non, nous on veut pas financer, donc on s'arrête là. Donc il y a aussi cette situation-là qui est difficile quelquefois de faire comprendre que tout ne peut pas venir de l'État-providence malheureusement. Donc vous dites que les familles ne remplissent pas leur rôle là ? Alors c'est pas le cas de toutes les familles. Moi je vais vous dire que quand j'en visite beaucoup, j'ai assisté à des situations et souvent on nous dit le médecin a dit qu'une demi-heure ça suffisait, on ne veut qu'une demi-heure. Et quand vous expliquez qu'effectivement, il peut y avoir besoin d'avoir le temps de parler, d'avoir le temps de la sortir, ça peut être, ne serait-ce qu'aller accompagner un matin quelqu'un à aller chercher son pain, c'est quelque chose de positif. Et toute cette partie prévention, comme on dit, n'est prise en compte nulle part. Donc on voit que c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question aussi de solidarité entre les générations ? Je pense, oui, aussi. Ah non, la question d'argent, elle est essentielle. Elle est complètement essentielle. Mais il y a des pays où là il y a de la solidarité et il n'y a pas que de l'argent, c'est-à-dire que les jeunes donnent du temps aux anciens et lorsqu'ils seront anciens, on leur donnera un peu de temps. Mais en France, ça n'existe pas, ça. Tout à fait. Mais je parle par rapport à nos établissements. Le manque, pourquoi on n'a pas de financement? C'est sûr, on a privilégié le maintien à domicile, ce qui est tout à fait normal parce que c'est à la demande aussi des familles et des résidents. C'est mieux. Mais seulement ils arrivent en structure, ils sont complètement le degré de dépendance est beaucoup plus lourd. Donc la charge de travail est beaucoup plus intense. Donc c'est un cercle vicieux. Donc effectivement les moyens sont nécessaires. Et puis en revenant à ce que vous disiez, et en plus les conseils départementaux ne peuvent pas augmenter les budgets puisque en plus ils ont des pénalités. Et on parlait d'argent de la petite vignette qu'on mettait, moi je m'en souviens. Suite à la canicule, il y avait aussi une journée de solidarité qui avait été mise en place. C'était le lundi de la Pentecôte. On doit travailler normalement, certains travaillent, pas beaucoup a priori, mais où va l'argent ? Alors, République En Marche, vous êtes en responsabilité. Alors, pas forcément vous, bien sûr, mais... Elle est déjà injectée, je pense, dans les budgets pour les personnes âgées. Je pense que là-dessus, ça a été fait. C'est pas d'aujourd'hui, ça existe depuis, je pense, 2000. C'était Raffarin. Oui, c'était Raffarin. Il y a une génération de baby boomers qui arrive, donc il va falloir encore plus de moyens. On le disait, tiens, on va écouter un petit son qui était enregistré dans ce fameux reportage sur France Télévisions. 1, 2, 3, go. Le grand talk show politique sur Radio Laser. Je dois toucher à peu près 600 € de retraite par mois. Avec 600 € de retraite, comment faites-vous pour payer? J'avais un peu d'argent de côté. Et alors, il s'en va tous les jours. Et puis, mes enfants ont voulu me mettre là. Et ils m'ont dit, quand tu ne pourras plus, on paiera. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, ça me gêne. Parce que j'aime pas demander. Mais enfin, j'espère que je n'y serai plus qui n'ait pas payé. J'espère ne pas vivre jusqu'à 100 ans, et je vous le dis comme je le pense. 1, 2, 3, go. Le grand talk show politique sur Radio Laser. Alors quand on sait qu'un prix moyen pour aller en EHPAD, c'est peut-être 2000 €, c'est ça? Oui. À peu près. Oui. Bon là, cette dame a un peu d'argent de côté, mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent de côté. Donc comment on fait pour le coup? Comment ça se passe? Alors, il y a l'aide sociale, il y a différentes aides qui existent. Donc tout à l'heure, je parlais de l'aide au logement qui vient de se cumuler à l'APA. Enfin, après, je connais pas tous les systèmes de financement, mais ces gens-là restent pas à la rue. D'accord. Il y a des prises en charge. Alors il y a les enfants qui payent aussi. Il y a des enfants qui payent aussi dans certaines familles, effectivement. Oui. Oui, parce que très souvent, on voit de plus en plus de dossiers d'aide sociale qui se montent et qui sont transmis aux commissions, aux conseils départementaux. Mais effectivement, aujourd'hui, dans la majorité des cas, les commissions étudient aussi les revenus des enfants et reviennent vers les enfants pour les financements. Nos voisins, en Italie, en Allemagne, leur population est un peu plus vieille que la nôtre. A priori, ça se passe mieux. Alors, ça se passe toujours mieux ailleurs, comme on dit. Mais est-ce que c'est le cas? Vous avez, aide-soignante, moi, je viens de l'Italie, donc je sais quelque chose que je connais bien. Dites-nous. Donc, dans les années 2000, en fait, l'Italie a eu une vague de rentrée dans son pays de femmes de l'Est. Donc, 900 000 personnes sont arrivées sur le territoire sur les années 2000, 2003, 2004 à peu près, à peu près 4 ans. On appelle ça des badantes et elles sont à domicile chez les personnes âgées et elles s'occupent d'elles 24/24 pour un salaire de 800 €, nourries, logées, blanchies. Donc c'est mieux, mais c'est parce qu'elles sont pas payées, c'est ça.
C'est pas mieux, je pense pas, non. Mais voilà la solution. Et jusqu'en 2008, où est arrivée la crise, et en 2008, tout d'un coup, les Italiens ont redécouvert que on ne pouvait plus payer les badantes. Donc aujourd'hui, les badantes se retrouvent sans travail, et c'est les Italiennes qui ont repris la charge de la famille. Et voilà. France Insoumise, oui, vous oui, parlez. On parlait d'autres expériences. Je pense qu'il y a l'expérience du Danemark, où le ratio justement personnel soignant est de 12 pour 10, 12 soignants pour 10 résidents, ce qui quand même. Et en France, France, on n'atteint pas, c'est 0,6 pour un résident. D'accord. Donc, il y a 60% d'une personne, quoi. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut toujours comparer au Danemark, parce que non, mais le pays Danemark quand même, plus, si, parce qu'ils ont quand même des services publics très 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 forts, et donc ils ont mis c'est un système, ils payent des impôts, c'est de façon très importante, mais en retour ils ont les services publics gratuits, ils ont donc c'est financé par les municipalités, il y a beaucoup de. Donc Elisabeth Chavannes pour la France Insoumise, on va payer plus d'impôts, c'est ce que vous nous dites. Pour la République en marche, c'est pas le cas, on va payer moins d'impôts. Non, moi ce qui me dérange dans le système qu'on entend aujourd'hui, c'est quand même on a beaucoup de publicité pour investir dans les maisons de retraite, donc le système privé gagne de l'argent, le système public a l'air visiblement d'être en difficulté. Donc il va falloir qu'on pense peut-être à rééquilibrer tout ça et faire attention. Oui, c'est un gros business, on va écouter un autre son d'ailleurs, parce que a priori, ça serait un très très gros business pour certains. On va écouter un petit son les marges qui sont le dit. 10% Et les marges sont cette énormes, année. ouais. C'est mieux que la grande distribution a priori en ce moment. Tout à fait. Donc on écoute le son. 1, 2, 3, go! Le grand talk show politique sur Radio Laser. La CNSA distribue chaque année 8,2 milliards de subventions aux EHPAD. Une manne que se partage le secteur public, 4,3 milliards, et le secteur privé, 3,9 milliards. Boostés par ces aides et les frais d'hébergement payés par les pensionnaires, les grands groupes affichent des taux de croissance considérables, jusqu'à 15% par an. Que le groupe Korian, le numéro 1 français, une multinationale cotée en bourse, des bénéfices en hausse de 400% entre 2012 et 2016. 1, 2, 3, go! Le grand talk show politique sur Radio Laser. Alors Pascal Maudet-Carion, la République en marche, vous allez leur prendre cet argent là? Ils font de gros bénéfices quand même. Je suis pas dans les. je suis pas dans les. C'est pendant l'air du temps d'aller prendre chez les riches, non? Non, je pense pas que c'est de prendre chez les riches ou chez les pauvres. C'est vraiment de rééquilibrer le tout. Il faut quand même savoir aujourd'hui que les aides, par exemple. Oui, mais pourquoi? Enfin, je comprends bien, mais pourquoi certains gagnent de l'argent et on dit plutôt, c'est au service public de faire mieux. Pourquoi ce serait pas justement de l'argent à prendre chez ceux qui font beaucoup d'argent et qui prennent de l'argent des impôts? Ce qui est quand même d'autant plus surprenant ou inquiétant, c'est que les aides, par exemple, ne sont pas les mêmes pour le privé comme le public. C'est-à-dire qu'elles sont plus élevées. Tout à fait. Pour le public, je parle. C'est-à-dire que par exemple une aide à domicile, aujourd'hui le privé va avoir un maximum de 20,50 €, alors que l'associatif ou le public va être à 26,80 €. Pour le handicap, c'est 17,77 € pour le privé et c'est 29 € pour l'associatif. Donc ça veut dire que si le privé arrive à gagner de l'argent, mais c'est qu'il y a quand même une méthode quelque part qui va peut-être falloir essayer de comprendre comment ils font, parce qu'ils ont les mêmes difficultés de recrutement, les mêmes difficultés de formation. Et donc, par contre, les résidents sont bien mieux en maison de retraite. J'ai regardé un site public ou privé pour le coup. On a l'impression que là, le privé va très très bien, fait beaucoup d'argent, ça coûte moins cher, et les résidents ils sont mieux ou pas? Je sais pas si les résidents sont mieux, mais je vais vous dire, j'ai vu un site. Mais c'est quoi l'important? C'est que les résidents soient bien, que les soignants soient bien, ou qu'on fasse de l'argent et qu'on essaie de réduire les coûts? Je vous dis pas qu'il faut faire de l'argent. Je pense qu'il faut. L'entrée dans ces institutions-là, c'est pas donné à tout le monde, quand même, C'est-à-dire qu'ils prennent moins cher parce que les gens ont déjà plus d'argent, ceux qui y vont, c'est ça? Bien sûr. Oui, mais les gens qui ont plus d'argent ont moins d'aide, donc ils financent de leur poche aussi. Donc il y a quand même un rééquilibrage à faire. Moi, des établissements qui coûtent cher. Oui, on est au-delà de 3 000 €. Donc on est au-delà par rapport à 1800 public, quoi. J'ai vu tout à l'heure sur un site. Je sais pas si on peut le nommer, mais pour les retraités. On peut. Et j'étais très étonné, ces deux phrases. Alors, comment choisir un EHPAD? Côté public, on parle des solutions pour tous à des tarifs attractifs.
Côté privé, on parle mais accueil de qualité et services disponibles. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on parle que de tarifs dans le public? On a le droit des deux côtés au même service et à s'occuper de nos personnes âgées dans le même sens. Donc c'est là où il va falloir justement travailler. Donc en fait, là, vous êtes en train de nous dire qu'au-delà des prix, il y a aussi la gouvernance dans le public? C'est-à-dire que... je pense qu'il y a des choses dans les réussites des sociétés privées à prendre pour pouvoir les appliquer. Fanny Coudray, vous dirigez une EHPAD à la Poterie. À Chartres de Bretagne, la Poterie, voilà. Il y a un problème de gouvernance dans les EHPAD, c'est-à-dire que souvent c'est le maire de la commune qui est peut-être pas trop impliqué. Non, ça n'a rien à voir. Aucun rapport, au niveau de la gestion, qu'on soit un EHPAD public, associatif, on est financé de la même manière. Voilà, c'est le gestionnaire qui change, mais je pense que dans nos modalités de gestion, je parle de la gouvernance dans le sens où comment on agit sur le territoire. Privé et public ou associatif non lucratif, on n'est pas non plus sur les mêmes bases tout à fait. Avec la LOASV, il y a une prestation socle qui a été mise en place. Il faut savoir, alors je prends un exemple. Éclairez-nous, oui. La prestation lingerie, donc entretien du linge, que nous, dans la plupart des structures associatives ou publiques étaient déjà dans nos prix de journée et qu'on prend en charge dans nos tarifs. Dans le privé, ils vont le facturer en plus. Et malgré cette loi qui était censée mettre un socle sur les prestations pour qu'on puisse comparer et que les familles surtout puissent s'y retrouver, en l'occurrence sur cette prestation linge par exemple, n'a rien réglé puisque elle n'a pas mis cette prestation dans le socle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les privés peuvent toujours le facturer en plus. Or, nous, dans notre prix de journée, qu'on essaye de maintenir, et de ne pas l'augmenter, de le contenir, entre guillemets, pour le reste à charge, on a plus de prestations quelque part que dans le privé, où ils vont la faire, la prestation, mais ils vont la facturer en plus. Donc je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas, on n'est pas à même de pouvoir comparer exactement un établissement public ou associatif non lucratif et le privé qui va déjà avoir un reste à charge plus important et qui va facturer certains services en plus que nous on essaye au maximum d'encadrer dans notre reste à charge. Alors pour terminer l'émission, on va essayer de s'attarder un petit peu sur les solutions. Comment on pourrait améliorer la chose? Enfin, on va essayer de débattre autour de ça. Pour la République En Marche, en fait, est-ce que là vous avez demandé un grand rapport sur la SNCF pour que ça aille mieux? Est-ce que vous allez faire la même chose? Est-ce que vous le savez sur les EHPAD? Surtout qu'il y a des grèves actuellement. Il y en aura une le 15 mars, je crois encore. Pas trop de missions, s'il vous plaît. Il y en a déjà suffisamment. Oui, alors je ne sais pas, la seule chose que je sais, que je peux dire, dont je suis sûr, c'est que je travaille donc avec le département En Marche, donc 35, avec Carole Candon, et qu'on a déjà interpellé les députés sur ce sujet-là, et qu'on travaille notamment dans le groupe Égalité Femmes, dont je fais partie. Je me bats beaucoup pour justement la reconnaissance de ce métier, et voilà. Donc. Mais pour l'instant, vous ne savez pas si quelque chose se trame. Pour l'instant, il y a rien de concret pour moi. Je veux dire, on nous en a pas parlé. Je suis pas non plus dans tous les petits secrets. Mais par contre, on a déjà interpellé les députés d'Ille-et-Vilaine et je pense que tôt ou tard, il va y avoir quelque chose qui va être mis en place pour justement qu'on en discute, puisque j'avais déjà interpellé en rencontrant aussi Marlène Schiappa sur cette difficulté qu'il y avait par rapport à ce métier qui était quand même très féminin. Alors, on va vous poser à vous la question en tant que personne, là, pour le coup, puisque vous connaissez quand même le service à la personne. Il y a des solutions. Quelles seraient-ce, vous, si vous étiez vraiment en responsabilité, vos solutions? On écoutera bien sûr les autres autour de la table. Moi, la première qui me vient à l'idée, c'est de faire ce métier par alternance, de façon à ce que les gens qui vont rentrer pour travailler dans ce métier apprennent leur métier toute la vie, parce que c'est vraiment. Il y a beaucoup de métiers qui sont nécessaires. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, on a voulu donner un titre, comme je disais tout à l'heure, on a voulu donner un titre bac, pro service personne. Pour moi, ça n'a aucun intérêt d'avoir un bac si c'est pas le titre qui est important, c'est la fonction et le métier. Et quand on parlait du psychologique tout à l'heure, effectivement, je reconnais que dans ce métier, il y en a vraiment besoin et qu'il n'y en a pas du tout. Donc à tous les niveaux, même au niveau des gens qui dirigent les EHPAD ou les gens qui dirigent les services à la personne, on est confronté toutes les semaines à des situations très compliquées. Donc c'est une des solutions. Vous avez d'autres peut-être Non, pas à l'instant. Et puis rationner, c'est ça Oui, je pense qu'il va falloir rééquilibrer effectivement. Les budgets pour le coup. Oui, voilà, tout à fait. Pour Elisabeth Chavannes de la France Insoumise, vos solutions? Je pense qu'il faut surtout un service public fort,
très fort avec des moyens financiers et voilà. Ça me semble la chose la plus importante, que les salariés puissent vivre normalement, qu'on n'ait pas toujours cette idée de comptabilité, de rentabilité, de profit. Pour la République en marche, c'est à la mode le service public ou? C'est un sujet qui concerne tous, puisqu'on est quand même confronté à une population aujourd'hui vieillissante, et ça va devenir vraiment important de travailler sur ce sujet. Parce qu'il n'y a pas une réforme de la sécurité sociale qui doit se tramer aussi? Alors si, ça fait partie Parce que je crois que la sécurité sociale, on coûte à la Sécu surtout 50% de ce qu'on va coûter dans une vie, la dernière année de vie, je crois, c'est ça? Oui, c'était les études qui ont été faites. Bon, après, je ne connais pas... Donc je pense que c'est relié, c'est extrêmement lié. En fait, oui, toutes les réformes qui sont en train d'être faites, elles sont toutes liées les unes aux autres. Je pense que quand on parle de formation, c'est lié aussi à tout le parcours, et puis l'étape de soins ou l'étape de prévention dont on ne parlait pas est liée également. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail de fond pour tout réorganiser, et on en est conscient. Il y a du travail. Alors Fanny Coudray, vous êtes, on rappelle, présidente de la FNADEPA d'Ille-et-Vilaine, Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements services pour personnes âgées. Vous êtes directrice de l'EHPAD de la Poterie à Chartres de Bretagne. Vous, est-ce que vous auriez des solutions comme ça à proposer? Des solutions, il y a de la solution, des propositions. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire en rencontrant effectivement même les députés, les sénateurs. Enfin, on essaie de faire remonter des propositions de terrain. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, c'était peut-être de retravailler sur un référentiel de formation et de revaloriser les métiers de la gérontologie. Travailler effectivement aussi sur les ratios d'encadrement en lien peut-être avec des nouveaux financements qui revalorisent la prévention, l'autonomie. Et puis aussi peut-être de travailler sur des modèles et d'arrêter d'opposer le domicile et l'EHPAD aujourd'hui tous les financements sont très cloisonnés. Je pense qu'il faut à un moment donné enlever ces cloisonnements et travailler ensemble et je pense que on pourrait peut-être avoir des solutions et des ponts entre le domicile, les établissements et des étapes intermédiaires. Pour rentrer dans une case. Justement, tiens, pour la République en marche, changement de modèle, c'est vers plus de maintien domicile. On nous parle sous le vent, du nouveau monde. Enfin, il y avait l'ancien monde, il y a le nouveau monde. Est-ce que ça, on va expérimenter des choses comme ça? On continuera à développer le maintien à domicile. Je parlais tout à l'heure du 4e âge. C'est clair qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt pour une personne qui va arriver en retraite d'aller dans une maison de retraite? Je veux dire, si elle a la santé, bien au contraire, il faut tout faire. Déjà, si elle a la santé, elle va rester chez elle. Mais si elle a des problèmes de santé, une perte d'autonomie, il faut tout faire pour qu'elle reste chez elle. C'est clair qu'aujourd'hui. Myriam Cadeau pour la CFDT, vous avez aussi des propositions, des solutions? Alors nous, avec l'intersyndicale, puisque c'est une action en intersyndicale, donc nous on réclame l'application du plan solidarité grand âge qui reprenait un agent pour un résident, l'application parce qu'il faut savoir que si on fait cette application, ça devrait permettre une création de 300 000 postes. C'est ce qui nous manquerait pour bien fonctionner aujourd'hui. Ça ferait baisser le chômage en plus. Tout le monde serait content là. On serait ravis. Oui. Mais les gens ne sont pas formés. Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même 37% d'établissements qui cherchent aujourd'hui désespérément, malgré qu'il y ait des gens qui ont le diplôme. Il y a quand même beaucoup de gens qui sortent avec le diplôme et qui ne veulent pas faire ce métier. Non, parce que effectivement, moi je suis soignante aussi de métier et j'ai travaillé en EHPAD pendant des années et effectivement les jeunes aujourd'hui on va leur dire vous allez venir travailler avec des conditions quand même très compliquées, vous allez travailler un week-end sur 2 les jours fériés, vous percevrez un salaire qui est à hauteur de 1 200 €. Eh ben non on n'attire pas. Et vous pourrez pas prendre de photos pour Twitter pour le coup, c'est moins sexy. Nouvelle grève le 15 mars, c'est ça, prochain. Comment vous allez vous faire entendre? Comment ça va se passer? C'est aussi avec les directeurs d'établissement pour le coup, la grève est commune là? Les communes, on fait pas. Alors la grève, alors en tant que telle, si je parle de mon établissement, il n'y a pas eu de grève. On est quand même dans un secteur d'activité où la grève n'est pas forcément dans les habitudes, dans les mentalités, puisque faire grève, c'est toujours se dire qui va s'occuper des personnes. Moi, le 30 janvier dernier, mes équipes n'ont pas fait grève. Et lorsque j'ai... Mais elles étaient solidaires?
on en a parlé après, parce que je leur ai demandé comment elles avaient vécu, comme j'en avais pas entendu parler, que personne, c'était une journée normale dans l'établissement, comment elles avaient vécu ce mouvement et tout ce qu'elles avaient pu voir dans les médias. Et la réponse a été que, à leur niveau, elles ne se retrouvaient pas forcément dans ce qui avait été dit dans les médias, parce que ce qui est mis en avant par les médias est très très violent. Donc ça existe, il faut le dénoncer. Maintenant, on a aussi des équipes très investies qui... Pas tous les médias. Pas tous les des équipes très investies et il se passe aussi des choses positives dans nos structures parce qu'elles s'investissent au quotidien pour cela. Il y a quand même de la vie dans nos établissements. Ils sont ouverts sur l'extérieur et pour le coup, elles voient tout cet investissement qu'elles font au quotidien à travers quand même de nombreux médias. Elles voient leur métier aussi dévalorisé. Ça peut être aussi violent pour les professionnels qui s'investissent au quotidien d'avoir une telle image de leur profession. Même si on est bien d'accord qu'on souhaiterait encore faire mieux et avoir plus de moyens au quotidien. Une nouvelle journée de solidarité, par exemple ? On s'en a un peu déguisé, mais... Oui, non. Encore faudrait-il que, effectivement, il y a une création d'une d'une commission cette semaine, je crois, pour prévenir la maltraitance. Parce qu'on n'a pas parlé de maltraitance, mais c'est vrai que peut-être la rapidité des soins, etc., crée des fois de la maltraitance. Une maltraitance institutionnelle. Dites-moi tout. Parce que... Il est vrai que les soins sont faits de manière rapide et qu'il n'y a pas de ce temps qui devrait être pris avec le résident ou l'usager, mais ça vient bien du fait de manque de moyens et d'effectifs. Donc c'est de la maltraitance institutionnelle. On ne peut pas dire que les soignants, parce qu'ils ont cette conscience-là, et justement, d'où la souffrance c'est au pour travail, ça qu'ils dénoncent cette parce souffrance. Qu'elle ne supporte pas d'ailleurs de travailler de cette façon-là. Et la maltraitance sur le personnel aussi. Donc on est vraiment parce que ça existe aussi. Oui. C'est-à-dire personnel. Les personnes âgées qui maltraitent les personnes qui travaillent pour elles. Ça existe aussi beaucoup, plus qu'on ne pense. Oui, parce qu'il y a ce malaise et ce manque de formation spécifique, j'entends bien, sur certaines pathologies, ce qui conduit à ces comportements, on va dire, d'agressivité. Et encore, je le mets entre parenthèses, parce que je ne suis Tout à l'heure, pas Pascal Maudet-Carion, vous parliez aussi des familles qui veulent pas forcément payer plus ou venir plus. Est-ce qu'il faut un changement de mentalité ? Alors, on a mis des amendes pour les excès de vitesse, on a interdit de fumer. Est-ce qu'il faudra des sanctions contre les familles qui n'accompagnent pas et qui abandonnent leurs aînés ? J'espère qu'on n'en arrivera pas là, ce serait quand même dramatique. Non, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui que nos aînés, comme je disais tout à l'heure, faut aussi qu'on s'en occupe. Mais c'est un sacré tabou en France. Oui, c'est un vrai tabou, oui, je pense. Oui. Pourquoi ? Je ne saurais pas d'où vient l'origine de cette mentalité. Je sais qu'en Italie, on est beaucoup plus proche. Quand une fille ou un garçon se marie, l'objectif c'est de construire la maison à côté de ses parents parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de s'aider. Nous, on a aussi des parcours tous aujourd'hui où les familles sont complètement éclatées puisque on travaille dans différentes villes. Il y a tout ça à mettre en compte. Donc, mais bon, j'espère qu'on n'en reviendra jamais à mettre des sanctions parce qu'on s'occupe pas de ses aînés. C'est pas possible. Mais on est en train de chercher des solutions, mais en fait, cette solution-là, elle est uniquement politique. C'est quelle vision de la société on a envie de faire et de créer. Est-ce que c'est une société libérale basée sur le profit ? À chaque fois qu'il y a une élection, on parle pas de ça. Je veux dire, c'est pas oui, mais pourtant, c'est bien la réalité. Il faut mettre l'humain au centre des préoccupations. Que ça soit que ça sert, que les politiques de santé servent l'intérêt général. Or, faut pas, faut aller le chercher. Nous, à la France Insoumise, on sait qu'il y a l'évasion fiscale, hein. Il y a de l'argent dehors. Donc, il faut aller le récupérer, cet argent-là. Alors, c'est drôle parce que l'évasion fiscale, on en parle à chaque débat, chaque émission, on en parle. Ah, Il va falloir vraiment qu'on fasse un débat là-dessus, hein. Vous vous rendez compte, ça fait quand même 60 à 80 milliards qui ne sont pas récupérés. C'est quand même pas normal. Cet argent-là, on peut quand même le réinvestir dans l'humain. Allez, allons le chercher, l'argent. Alors, en tout cas, pas ce soir, puisque l'émission va se terminer dans quelques secondes. Merci à vous d'être venus. Elisabeth Chavagne pour la France Insoumise, Myriam Cadeau pour la CFDT, Fanny Coudray pour donc la Fédération des directeurs d'établissements de services et services pour personnes âgées, et Pascal Maudet-Carion donc pour la République en marche. Merci bien. Merci à vous. Merci à tous, 18h sur le 95.9, c'est l'heure de partir dans les découvertes musicales avec Holly Cook. Aujourd'hui, Vessel of Love, c'est le nom de son dernier album. Très belle soirée, très bon week-end à l'écoute du 95.9, il est donc 18h. Radio Laser.
Radio Laser. Découverte musicale. Découverte musicale. Découverte musicale.